Merci, Monsieur le Président. Bonjour, mesdames, messieurs. Je vais vous parler de Lavoisier et de la Révolution. Évidemment, quand on pense à Lavoisier et la Révolution, je pense, même si on connaît mal Lavoisier, on connaît sa fin tragique. On sait qu'il a été guillotiné le 8 mai 1794, dans l'après-midi. Il monte sur l'échafaud. Il a été condamné à mort le matin même comme ennemi de la France. Le procès et la mort de Lavoisier, bien sûr, s'inscrivent dans un long martyrologue, je dirais, de tous ces savants qui ont été, au fond, les victimes des rapports complexes entre les savoirs et les pouvoirs. On pense à Archimède dans l'Antiquité, on pense à Giordano Bruno, Galilée, bien sûr, leur conflit avec l'Église. On pense plus récemment peut-être à Sakharov, qui illustre chacun, finalement, à leur manière, souvent parfois légendaires, les difficiles relations qu'il a pu y avoir entre savoir et pouvoir. Pour ce qui concerne Lavoisier, bien sûr, on est avec une contradiction, un conflit, peut-être qui nous est particulièrement sensible, puisque Lavoisier, c'est un savant des Lumières, c'est l'héritier de toute cette grande tradition des sciences, et la Révolution, c'est aussi la fille des Lumières. Et donc, pourquoi tout ceci s'est passé? Alors, il faut dire, et l'affirmer, et le répéter, et se rappeler, que Lavoisier n'a pas été condamné parce qu'il était un savant. Il l'a été parce qu'il était un financier. Il était un financier, il était un fermier général. La ferme générale avait comme fonction, c'était une compagnie privée qui collectait les impôts indirects, et qui a été accusé pendant la Révolution d'avoir volé, d'avoir trompé à la fois l'État et le public. Et c'est pour cela, dans un contexte politique bien particulier, que les fermiers généraux ont été arrêtés, et Lavoisier en faisait partie, le 28 novembre 1793. Ils ont été emprisonnés, Lavoisier en faisait partie, et ils ont dû rendre des comptes. Et donc, pendant plusieurs mois, Lavoisier et ses amis et ses collègues ont été à l'ancien hôtel de la ferme générale pour refaire toute la comptabilité et se justifier. Et finalement, le 5 mai 1794, Dupin, qui était le principal accusateur, a fait un rapport à la Convention, et ce rapport à la Convention a conclu, dans lequel, en particulier, un point qui a été important, qui était que les fermiers généraux ont été accusés d'avoir trompé les consommateurs. C'est l'affaire de la mouillade du tabac, en laissant les producteurs de tabac mouiller le tabac et donc mettre en danger non seulement, je dirais, les finances des consommateurs, mais aussi leur santé. Et c'est dans ces conditions donc qu'ils ont été renvoyés au tribunal révolutionnaire, un procès bâclé, une condamnation et une exécution immédiate. 28 fermiers généraux exécutés et Lavoisier, le 4e, montant sur l'échafaud. Alors, est-ce que Lavoisier a été un adversaire de la Révolution? Non, pas du tout. C'était un financier, on l'a vu. C'était un grand administrateur, on l'a vu. C'était un grand savant. C'était aussi un homme des Lumières. Totalement un homme des Lumières. Politiquement, c'était un réformateur très modéré, qui a été effrayé, je dirais, dès juillet 1789 par les violences dont il pouvait avoir été témoin puisqu'il habitait tout près de la Bastille. C'était un pragmatique, favorable à la monarchie constitutionnelle en 1790-1791. Finalement déçu par Louis XVI, il s'est rallié à la République après 1792. Il a été aussi, ne l'oublions pas, un grand acheteur de biens nationaux. Et il s'est engagé dans la Révolution, comme administrateur et comme savant. Pour lui, d'ailleurs, on l'a vu dans les présentations précédentes, le fait d'être un administrateur et le fait d'être un savant, ce ne sont pas
deux choses distinctes. Ce sont deux activités qui sont intimement liées. Et c'est ces actions, en tant que chercheur, en tant qu'aussi expert et que grand commis de l'État, que je voudrais évoquer très rapidement pendant donc la période qui va de 1789 à sa mort en 1794. Alors on peut retenir trois actions. La première concerne un domaine qui est pour lui, comme je l'ai dit, comme vous le savez, un domaine d'expertise où il a un savoir considérable, une expérience considérable, ce sont les questions financières et sa connaissance en économie. C'est un physiocrate. Il est donc l'héritier de ce grand courant de l'économie du XVIIIe siècle. Or, l'État, à la Révolution, l'État est en faillite. Et donc, il faut reconstruire une fiscalité. Il faut résoudre aussi des problèmes de trésorerie. Il va s'y attaquer. En 1791, il présente une étude, la richesse territoriale du royaume de France, qui est une des premières remarquables études d'un point de vue physiocratique d'essayer de calculer la production nationale du royaume. Et il devient, on l'a rappelé, Patrice Brett l'a rappelé, membre de la trésorerie nationale, c'est-à-dire une fonction absolument éminente dans l'appareil de l'État. Il refusera de devenir ministre, mais on lui propose. Donc voilà sa première action, sa première activité. Vous voyez qu'il est pleinement impliqué en tant que grand commis de l'État au service de la Révolution. Nous sommes dans ces années qui précèdent la chute de la monarchie. La deuxième action, elle est aussi très importante, et vous la connaissez, c'est la grande entreprise lancée par l'Académie des sciences pour réformer les poids et mesures. Entreprise, je ne vais pas vous parler en détail, ça serait évidemment un autre exposé, qui est très importante, aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan politique et sur le plan économique. Il va donc être l'un des acteurs majeurs de la très puissante commission des poids et mesures qui est constituée au sein de l'Académie. Il sera même son trésorier, bon, c'est un grand spécialiste de toutes ces questions d'argent, et il va travailler plus spécifiquement à la détermination de l'unité de mesure de poids, puisque évidemment, l'activité essentielle de la commission, c'est de déterminer le mètre, la longueur du mètre, évidemment, par des moyens géodésiques. C'est ça qui est resté, effectivement, c'est là que les efforts les plus importants ont été faits, mais il y avait aussi la question de la détermination de l'unité de mesure de poids, avec des mesures physiques de très haute précision auxquelles il va participer, il va être un acteur majeur, jusqu'à ce qu'il soit chassé après son arrestation de la commission en 1793. La troisième activité très importante que Lavoisier va engager pendant ces années, c'est de participer à la vie de cette compagnie, de l'Académie des sciences, et d'essayer non seulement de la sauver, il va échouer, mais aussi de la transformer, de l'adapter à ces nouveaux temps. C'est d'autant plus important que le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, que vous connaissez tous, qui était Condorcet, s'était retiré, pour ainsi dire, des activités de l'Académie, puisqu'il était entré en politique. Et donc, Lavoisier, très vite, va émerger, en fait, comme l'acteur principal au sein de l'Académie, celui qui va être son défenseur. Il devient trésorier adjoint, puis, à la fin de l'année 1791, le trésorier de l'Académie, fonction très importante, et fonction, je dirais, encore plus importante dans ces temps de disette financière, de difficultés pour tous, où il n'hésitera pas à ouvrir sa propre cassette pour aider ses confrères. Et donc, il va se battre pour sauver l'institution académique. Ça sera l'un de ses derniers grands combats. Il croit en l'institution académique, il croit en son rôle. Il avait combattu, on l'a évoqué dans un slide tout à l'heure, il avait convaincu ce mouvement qu'il considérait comme une fraude
qui était le mesmérisme, qui avait eu un succès considérable dans les années 1780, et il faisait partie de ces gens qui estimaient que les savants avaient vocation à justement lutter contre toutes les formes de tromperie, toutes les formes de charlatanerie, et que l'Académie des sciences avait vraiment vocation à représenter au fond l'esprit des Lumières d'un point de vue institutionnel. Alors, il n'est pas le seul, bien sûr, mais il est un acteur majeur. Il va se battre en privilégiant deux orientations. La première orientation, c'est de faire entrer, de transformer en profondeur l'institution académique pour la faire entrer dans un projet beaucoup plus général, qui est un projet vraiment, qui est le projet de la Révolution, qui est de créer un grand système d'instruction publique. Donc créer un grand système d'instruction publique, et évidemment, on pense à Condorcet, qui, entré en politique, va défendre aussi ce projet, dans lequel l'institution académique aurait joué un rôle fondamental, placé au sommet de cette grande pyramide de l'instruction publique que rêvent de faire ces hommes des Lumières. Donc il fera des propositions, il écrira sur l'instruction publique des textes intéressants. Mais peut-être la chose sur laquelle il s'est le plus concentré, c'est un autre aspect. L'Académie des sciences, dans l'Académie des sciences d'Ancien Régime, on a une institution qui est une institution de savants, essentiellement de savants, dans lequel la question des rapports entre les sciences et les arts et métiers est traitée, est abordée, bien entendu, mais toujours avec l'idée que ce sont les hommes de science qui surplombent et qui contrôlent. Or, pendant la Révolution, il y a un mouvement très fort, en fait, du côté des hommes de métier, du côté des hommes de l'art, du côté des professions, pour exiger leur place dans l'institution académique, ou dans les institutions académiques, ou dans les sociétés qui sont en train d'émerger, les sociétés de pensée qui sont en train d'émerger à ce moment-là. Et Lavoisier va accompagner ce mouvement. Il va soutenir ces hommes de métier, il va soutenir ces fabricants d'instruments, il va soutenir ces hommes de l'art, et il sera, par exemple, un membre très actif du bureau de consultation des arts et métiers, qui est créé justement pendant ces années pour prendre en compte les problèmes qui sont liés à la reconnaissance des inventions, à la prise des brevets, puisque une loi sur les brevets est votée pendant la Constituante. Alors il va travailler à sauver cette académie qui est de plus en plus attaquée, parce que l'académie est attaquée par un certain nombre d'acteurs. On pense à Marat, de gens qui ne veulent plus d'une institution qu'ils considèrent comme une institution de pratiquement d'Ancien Régime, évidemment, et de gens qui seraient comme des prêtres qui auraient le contrôle du savoir, et donc des gens qui, au contraire, défendent l'idée que c'est à l'opinion publique, et seulement à l'opinion publique, de juger, de déterminer ce qui est vrai de ce qui est faux. Et donc il va travailler avec Lacanal pour sauver l'Académie des sciences. Il va échouer, puisque finalement, ce n'est pas le lieu ici de raconter ces épisodes, mais le 14 août 1793, l'Académie des sciences est fermée. L'Académie des sciences est fermée, comme toutes les autres académies d'ailleurs. Elle n'est pas la seule concernée. L'ensemble des académies d'État sont fermées. Dorénavant, elles doivent laisser la place à des sociétés libres, et Lavoisier d'ailleurs tentera vainement, mais il va être arrêté très vite, il tentera vainement de mettre en place une société libre qui pourrait associer à la fois justement les hommes de science et les hommes de l'art. Il contribuera cependant, il y tient beaucoup, ce sera une de ses dernières œuvres, il contribuera à l'organisation de la commission temporaire des poids et mesures, qui est donc la commission chargée de mettre en place ce système métrique, qui était une commission académique, mais qui va subsister sous forme d'une commission temporaire après la suppression de l'Académie. Alors voilà, je vous ai donc présenté ce Lavoisier très actif, et donc je voudrais poser la question, évidemment on se l'est posée, on a bien compris que Lavoisier avait été condamné parce qu'il était un financier et non pas parce qu'il était un savant, mais au fond, pourquoi Lavoisier n'a-t-il pas été sauvé, compte tenu
de sa place, de son rôle d'homme de science. C'est un vrai problème. Lavoisier, le matin du 8 mai 1794, a demandé un sursis à son exécution. Il est probable, la question se pose, puisqu'il est resté plusieurs mois enfermé avec ses collègues de fermiers généraux, il est probable qu'il a voulu rester solidaire de ses collègues, certains faisaient partie de sa famille la plus proche, donc il est possible que ça soit une des causes pour lesquelles, finalement, le fait d'être aussi un savant n'a pas été immédiatement pris en compte. Mais il y a une réponse que le président du tribunal aurait donnée, c'est une fameuse phrase que vous connaissez peut-être, à cette demande de sursis, le président aurait répondu « La Révolution n'a pas besoin de savants ». Alors, est-ce que cette expression, est-ce que cette formule est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? On n'a aucune preuve qu'elle ait été réellement prononcée. L'idée, je dois le dire, généralement admise depuis le début du XXe siècle, est que cette phrase est apocryphe, que c'est une phrase qui a été inventée après par des adversaires des terroristes, de la terreur, qui auraient inventé cette expression. Effectivement, il n'existe aucune preuve formelle qu'elle a été prononcée. Il ne reste pas moins qu'elle a été, il y a des témoins extrêmement récents, qui ont témoigné très peu de temps après. Et il y en a plusieurs qui sont importants, Grégoire, Bouillon-Lagrange, Fourcroy, Desaudrais, qui tous connaissaient très bien Lavoisier, toute l'affaire, et qui ont repris cette phrase. Il dit que cette phrase avait été prononcée. De toute façon, Lavoisier a demandé un sursis à l'exécution. Et le tribunal a rejeté sa demande. C'est le plus vraisemblable. Alors, une question se pose. Pourquoi les savants, qui étaient les proches de Lavoisier, et qui étaient des gens très proches du pouvoir également, n'ont-ils rien fait pour essayer de le sauver? Alors, je pense qu'effectivement, il y a un vrai problème. D'abord, je rappelle que tous les fermiers généraux n'ont pas été condamnés ou exécutés. Certains, peu, mais il y en a eu, ont pu être exfiltrés. Lavoisier ne l'a pas été, peut-être parce qu'il ne le souhaitait pas, c'est possible. Par ailleurs, il y a eu des défenseurs de Lavoisier. Certains ont défendu Lavoisier, sont intervenus. C'était à chaque fois des personnages considérés soit comme suspects, Borda, Huy, des proches, donc des savants très proches de lui, et qui étaient considérés, Huy c'était un prêtre, Borda c'était un noble, ou des hommes de second plan, tout à fait de second plan, qui sont intervenus. Ceux qui étaient proches du gouvernement révolutionnaire n'ont rien fait. Et des noms nous viennent à l'esprit. Ce sont des noms que nous avons vus tout à l'heure. Nous avons vu sur la nomenclature chimique. Fourcroy, en premier lieu, mais aussi Guiton-Morveau, Berthollet, Monge, et puis 2 membres du comité de salut public éminents, proches des milieux savants, en mesure peut-être de faire quelque chose pour Lavoisier, Carnot, et peut-être encore plus, prieur de la Côte d'Or, très proche, proche de Guiton-Morveau. Guiton-Morveau prétendra qu'il était loin. Fourcroy prétendra qu'il était intervenu auprès du comité de salut public, mais qu'on l'avait renvoyé avec mépris. Monge, Carnot, prieur n'ont jamais, à ma connaissance, rien dit. Peut-être que Patrice en sait quelque chose. Alors pourquoi tous ces proches de Lavoisier n'ont-ils rien fait? Il a pu y avoir la lâcheté. Ça existe. Il y a cette phrase que Lalande écrira dans son journal quelques jours après. Ils n'ont pas osé. Ils n'ont pas osé. Il est possible, il est vraisemblable que Lavoisier n'était pas très aimé. Ce n'est pas un personnage qui nous paraît très sympathique. Il était hautain, certainement imbu de sa supériorité, très froid, ça paraît incontestable, je dirais presque sans affect
alors que des Monge, des Fourcroy sont des sentimentaux. Donc, il y a peut-être eu quelque chose de ce genre. Personne, en tout cas, n'a eu envie de se mettre en danger pour le sauver. Je pense qu'une interprétation psychologique n'est pas suffisante. Il faut peut-être essayer de comprendre, de donner une interprétation, je dirais, plus politique de ça. Mais pas politique générale, mais politique par rapport à ces hommes de science. Quelle est la signification, voilà, du fait que le savant le plus éminent à la veille de la Révolution, on peut le dire, on l'a laissé tomber. Alors, il faut revenir à la situation, la fin de l'Académie des sciences, la destruction de tout le système d'organisation qui était en place sous l'Ancien Régime. Et la violence des combats politiques qui fait que des conflits qui généralement sont gérés de façon civilisée deviennent des conflits qui peuvent être réglés, je dirais, par la mort de l'un ou l'autre des acteurs. Et si l'on réfléchit à cela, au fond, je dirais que Lavoisier est un cas extraordinaire. À l'époque, je ne dis pas par sa mort, mais c'est un cas exceptionnel parce qu'il concentre en lui deux figures généralement séparées à la fin de l'Ancien Régime, à ce moment-là. La première, on l'a illustrée, comme vous l'avez vu, et on le sait, dans les présentations précédentes. C'est celle du grand savant, du grand chimiste, incontestablement. Quelqu'un qui a une surface incroyable, une capacité incroyable, c'est incontestable. Engagé directement et personnellement dans la recherche la plus exigeante. Mais vous avez une autre face de ce personnage. C'est le grand patron. Le grand patron d'Ancien Régime, appartenant à l'élite de la société d'ordre. Il finance la recherche, on l'a vu. Il finance les hommes. Il aide Fourcroy financièrement. Il aide Hassenfratz. Il aide ses collègues de l'Académie des sciences. Alors, il est généreux, vous me direz. Mais est-ce que c'est quelque chose d'acceptable ? Je pense que ce dont il a été victime, c'est le rejet extrêmement violent de quelque chose qui était à la base du système qui fonctionnait, non seulement d'ailleurs dans le monde savant, mais je dirais dans la République des lettres en général, qui était le système du patronage, le système du clientélisme, qui avait, dans les patrons, qui étaient-ils ? C'était des grands personnages. C'était des personnages extrêmement puissants, à la fois financièrement et socialement. La Révolution, c'est la fin de ces protecteurs. Et d'ailleurs, Lavoisier n'est pas le seul à avoir payé de sa vie cette transformation. On pense à Malesherbes, qui est très connu. On peut penser moins connu, mais c'était un académicien des sciences, à Bochart de Saron, qui lui aussi est monté sur l'échafaud. Alors, il y a une grande ironie dans toute cette histoire. Je voudrais maintenant arriver, je terminerai là-dessus, j'ai peut-être déjà été trop long, à la réhabilitation. Après la mort de Lavoisier, il y aura sa réhabilitation. La chute de Robespierre, bien sûr, marque un tournant. Et c'est la fin de la Grande Terreur. Je signale que Lavoisier n'a pas été exécuté dans le cadre de cette Grande Terreur. Il était exécuté avant. Et c'est le début, bien sûr, des règlements de compte. On mettra, disons, la responsabilité de tous les excès sur le dos de Robespierre et des robespierristes, ce qui est évidemment facile, y compris par des thermidoriens qui avaient été souvent d'anciens terroristes. C'est l'époque où est inventé le terme de vandalisme révolutionnaire par l'abbé Grégoire, qui dénonce, en parlant de cela, en particulier la mort de Lavoisier. Et l'affaire des fermiers généraux va refaire rapidement surface dans ce contexte, et Madame Lavoisier va jouer un rôle évidemment essentiel. Elle veut réhabiliter son mari, c'est la moindre des choses. Il va y avoir le procès de Fouquier-Tinville, où là, justement, Dupin, celui qui a été l'accusateur, va essayer de s'en sortir, va accuser d'autres, etc. Et donc l'idée va émerger que, bien sûr, Lavoisier a été victime de la situation politique, mais qu'il a été victime aussi de la jalousie des savants. Donc là se trouve le problème. Voilà, les savants eux-mêmes se trouvent évidemment en situation très délicate. Pendant l'été 1795, Madame Lavoisier
veut préparer la publication d'un recueil de mémoires que Lavoisier a préparé pendant son incarcération, enfin sa période où il était emprisonné. Et elle a demandé à son collaborateur de son mari, Séguin, d'écrire une préface dans laquelle il aurait justement montré le doigt sur ceux qui auraient été coupables de la mort de Lavoisier. Et voilà ce que Séguin écrit. « Déchaîné contre ceux qui l'ont fait condamner ou qui l'ont laissé périr ne me convient pas et diminuerait d'ailleurs l'horreur que cet événement a laissée dans tous les cœurs. » Et donc, on va recouvrir d'un voile, voilà, cette page tragique de la mort de Lavoisier. Le 22 octobre 1795, le lycée des Arts fait un hommage public. Lalande écrit la première biographie de Lavoisier. Et puis, alors là, c'est le clou, le 12 août 1796, au Palais Royal, est organisée la pompe funèbre de Lavoisier. Et l'éloge funèbre est prononcé par Fourcroy. Fourcroy, qui sculptera la statue du grand homme, qui met en avant son rôle dans la création de la nouvelle chimie, sa contribution au bien public, qui souligne qu'il a été victime de la tyrannie sanguinaire, et il dit « personne n'a rien pu faire pour le sauver ». Tous ces hommes qui n'ont rien fait pour soutenir Lavoisier, qui étaient leurs protecteurs, qui parfois les a financés, vont se tourner vers un autre protecteur, très vite. Ce protecteur, c'est Bonaparte. Bonaparte, qu'ils font entrer à l'Institut, ce sont les mêmes hommes qu'ils font entrer à l'Institut, parmi les mathématiciens, et qu'ils vont servir avec zèle. Lavoisier aurait pu certainement faire partie de ces grands savants honorés de l'Empire. Il avait 50 ans quand il est mort. Il aurait pu vivre, on peut faire de l'histoire-fiction. Enfin, les historiens n'aiment pas faire de l'histoire-fiction. Mais voilà, ça serait intéressant. Il en avait tous les traits. Alors, je voudrais terminer là-dessus par une réflexion. Au fond, qu'est-ce qui distingue Bonaparte, protecteur des sciences, de ses protecteurs d'Ancien Régime, dont Lavoisier est aussi un représentant? Et c'est ça qui, je pense, de mon point de vue, explique sa fin tragique. Il y a une grande différence. Bonaparte est le chef de l'État. Bonaparte tient l'État. Les hommes qui vont être les protégés, les Monge, les Berthollet, les Fourcroy, qui vont être les protégés de Bonaparte, avec un lien personnel, sont aussi des grands serviteurs de l'État. Et donc là, on a cette mutation fondamentale, bien sûr, pour le monde savant, pour l'Académie, qui va se reconstituer dans le cadre de l'Institut. Voilà, une vocation qui était déjà en germe, bien sûr, sous l'Ancien Régime, évidemment, mais qui apparaît de façon beaucoup plus ferme au début du XIXe siècle, qui est l'intégration de la science, de l'institution scientifique dans l'appareil de l'État. Voilà, je vous remercie. Merci pour replacer. Voilà, une première question. Oui, merci. Je suis un modeste pédagogue, je ne suis pas expert en histoire des sciences, mais je m'intéresse beaucoup à ces sujets. J'ai deux questions, une pour M. Belost et une pour Mme Fauque. La première, c'est est-ce qu'on peut considérer que, à la fois, l'affaire des brevets de l'Académie des sciences, même si la loi a été votée bien avant l'exécution de Lavoisier, donc l'hostilité des artisans, finalement, à l'Académie, et d'autre part, les diatribes de Marat, alors certes, Marat était déjà mort bien avant l'exécution de Lavoisier, ont pu avoir une influence sur ceux qui ont condamné Lavoisier. Non, il n'y a pas de lien direct qu'on peut faire. Mais par contre, c'est évident que Marat en fait partie. Ces artisans, certains en font aussi partie. Il y a eu énormément d'attaques depuis la fin de l'Ancien Régime contre l'Académie royale des sciences, considérée comme une institution représentant le despotisme. Et bien sûr, cela a pesé, mais cela a pesé pour faire disparaître l'Académie des sciences, pas pour conduire à la mort de Lavoisier.
En tout cas, il n'y a pas de lien direct. Est-ce que je peux poser ma deuxième question très brève pour Mme Fauque? Extrêmement brève. Très brève. Faire un peu d'histoire. Vous voyez que la salle est en train de se disperser. Très vite. Très rapidement. Faire un peu d'histoire-fiction. Est-ce qu'on peut penser que si Lavoisier n'avait pas été exécuté, quelques années après, on a l'apparition de la nouvelle théorie atomique par Dalton. Est-ce qu'on peut penser que Lavoisier y aurait adhéré ou pas? Alors là, franchement, c'est pas moi qui peux répondre, mais la seule chose que je peux dire, et je pense que Daniel sera d'accord avec moi, c'est que Lavoisier était extrêmement actif scientifiquement. C'était pas du tout, il n'avait pas du tout terminé sa carrière scientifique, donc il aurait continué. La science-fiction n'est pourtant dans la science, pour l'instant, et l'histoire. Jean Salançon. Oui, une question très simple. Vous avez parlé de la cassette, qui n'est pas celle d'Harpagon. D'où je suis là. Ah oui, pardon, oui, excusez-moi. D'où venait la richesse de Lavoisier? Ah non, la richesse de Lavoisier, c'est évidemment qu'il est un grand financier. Et que il a, comment dire, tous les caractères d'un financier d'Ancien Régime, c'est-à-dire que donc il est fermier général, il possède, c'est un très grand propriétaire terrien aussi qui réinvestit là-dedans, mais enfin ça vient surtout de la finance. Et effectivement, il a été, d'ailleurs, on peut aussi, si on veut, voir l'élimination des financiers par la Révolution, comme quelque chose qui se faisait déjà sous l'Ancien Régime, puisque de temps en temps, on tordait le cou aux financiers. Une question très courte, qui sera l'avant-dernière. Qu'a fait Laplace, Pierre Simon? Pierre Simon Laplace, qui était donc très proche de Lavoisier, pendant cette période, il a quitté Paris et il s'est fait extrêmement discret. Donc il n'est pas un acteur de cette affaire. Je vais prendre, moi, la dernière question en faisant un commentaire et qui va nous permettre de reboucler sur le début de notre séance. Un des brillants élèves de Lavoisier, c'est Ethel Dupont de Nemours, qui, voyant le sort qu'avait subi son patron de thèse, en quelque sorte, émigre aux États-Unis. Son père, qui était un physiocrate également, le pousse à émigrer. Il crée la société Dupont de Nemours, dont la base est la vente de poudre. La vente de poudre qu'il a appris à fabriquer avec Lavoisier à l'Arsenal. Il y a une légende qui court dans un certain nombre d'histoires pour lesquelles j'aimerais poser la question aux spécialistes de Lavoisier. On dit que la bataille de Valmy a été gagnée par l'armée française contre l'armée autrichienne parce qu'il pleuvait, il y avait de l'humidité, et l'artillerie autrichienne faisait long feu, le boulet sortait un peu, mais il n'allait pas très loin. Et que la qualité de la poudre sortie de l'Arsenal de Paris, fabriquée par l'équipe de Lavoisier, était telle que l'artillerie française a fait merveille. Est-ce qu'il y a des textes historiques pour confirmer ou infirmer cette histoire? Bon, vous avez là le grand expert de la question, donc Patrice Brett, donc c'est lui qui va répondre s'il peut répondre. En tout cas, c'est certainement pas moi. Bon, il est certain que Lavoisier n'a pas inventé la poudre. Donc, la poudre noire a exactement la même composition avant et après Lavoisier. En revanche, les procédés de fabrication ont été nettement améliorés, en particulier la pureté du salpêtre. Donc, à ce niveau-là, la poudre française, effectivement, était de très bonne qualité, même si les Français considéraient généralement que les poudres étrangères étaient meilleures et que les étrangers considéraient que la poudre française était meilleure. C'est-à-dire que c'est très difficile de savoir véritablement. Je parlerai, moi, peut-être de la bataille de Fleurus, qui est aussi une victoire posthume de Lavoisier, parce que Daniel a montré la décomposition de l'eau, mais c'est quelques décilitres d'hydrogène qui ont été produits uniquement dans les grandes expériences de 1785. Mais une des dernières actions publiques, si je peux dire, de Lavoisier est d'être membre en septembre et début octobre 1793, donc un mois et demi avant son arrestation, membre d'une commission pour préparer de l'hydrogène, non pas comme le faisaient Charles et l'Académie des sciences en 1783-84, c'est-à-dire en mettant de l'acide sulfurique dilué sur du zinc ou du fer, mais à partir du procédé de Lavoisier. Et donc, le défi, le grand défi, colossal défi, était de transformer cette petite expérience de laboratoire en une expérience à l'échelle industrielle, puisqu'il s'agissait de produire 400 à 600 mètres cubes, non plus des décilitres ou décimètres cubes d'hydrogène. Bon. Et ça s'est fait avec l'accord de Lavoisier, qui a participé aux premières expériences et qui n'a pas vu l'aboutissement, puisqu'il meurt
un mois avant la bataille de Fleurus, un mois et demi avant la bataille de Fleurus. Et c'est Guidon de Morveau, Voilà. à nouveau. Donc je vous remercie tous. Je voudrais souligner tout de même la richesse de l'œuvre de Lavoisier. J'ai le sentiment, compte tenu des différents aspects qui n'ont pas été abordés, que nous pourrions imaginer faire un 5 à 7 sur Lavoisier dans quelques années. Je remercie tous les intervenants et toutes les personnes qui ont bien voulu assister à ce 5 à 7. Merci.